François, Oui. à toi. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir avec le Centre Europe Direct pour ce webinaire sur les élections régionales en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pour être plus précis. En fait, pour être fidèle à sa tradition d'animation et d'échange sur l'Europe et l'Union européenne, le mouvement européen de Gironde souhaite débattre, entendre les différentes propositions des candidats en Nouvelle-Aquitaine et voir qu'est-ce que vous envisagez pour la Nouvelle-Aquitaine une fois que vous serez élu. Nous avons donc invité toutes les listes candidates, les 8 listes. Certains ne sont pas là, d'autres arriveront peut-être un petit peu plus tard, mais nous avons avec nous d'éminents représentants des différentes listes. Alors, je rappellerai juste que 77% des fonds européens sont gérés enfin des fonds structurels européens sont gérés par les régions et c'est important pour la vie des régions, le soutien de la Commission européenne. Alors, d'abord, effectivement, au niveau financier, mais pas seulement au niveau financier, c'est aussi un partage de valeurs, l'esprit européen, uni dans la diversité, et les régions ont aussi à s'impliquer dans cette partie. Alors, c'est pour ça que nous avons demandé à Philippe Gonnet, qui est un journaliste expérimenté et éminent de bien vouloir animer et de coordonner ce débat avec les différentes listes. Donc, Philippe, je te passe la parole et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup François, bienvenue à toutes et tous. On va peut-être commencer par le premier point. La région joue un rôle important dans la gestion des fonds structurels européens. Quelles seraient vos priorités en rapport avec ces fonds, tant en ce qui concerne les domaines d'intervention que dans ce qui concerne la gestion? Qui veut commencer? Je peux commencer si vous voulez. Allez, Isabelle Boudinot, donc. Alors, faut peut-être dire que je suis vice-présidente sortante à l'Europe, à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça va expliquer un peu pourquoi je présente mon propos dans une certaine continuité et que je ne vais pas inventer devant vous des nouveaux domaines d'intervention puisque je revendique le fait que pour l'instant, tout se passe très bien. Donc, les priorités, ça restera évidemment la gestion de ces fonds européens et donc leur consommation. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme sur les fonds européens qui fait que si on ne les consomme pas dans les temps impartis, ces fonds sont perdus. Et c'est un véritable gâchis. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à chaque génération de fonds européens, de les consommer en totalité. Ça exige d'avoir des services assez extraordinaires, puisque c'est quand même, on ne peut pas se le cacher, pas mal de bureaucratie, de complexité de gestion, et qu'il faut des services très aguerris pour éviter ce dégagement d'office, ce que nous n'avons jamais connu. Et les domaines prioritaires d'intervention, mais là, je ne vais pas en inventer, évidemment. On a construit la nouvelle génération de fonds européens qui sera la génération 2021-2027 en co-construction avec la Commission. La Commission propose une ossature commune à toutes les régions qui est la compétitivité, l'Europe intelligente, donc l'aide à la recherche à l'université. Le deuxième grand point, c'est l'environnement. Et on sait qu'avec le Green Deal, ce sera un point très important. Le troisième grand domaine, c'est tout ce qui est la formation. On appelle ça le capital humain. C'est vraiment comment faire pour résoudre le chômage de masse en donnant de l'expérience, de la compétence aux personnes. Et le quatrième point, qui est une nouveauté, c'est un point territorial. C'est-à-dire que nous allons, avec les collectivités locales, avec les métropoles, les agglos, gérer ces fonds européens, même s'il ne faut jamais oublier que les trois premiers objectifs que j'ai cités sont eux aussi territoriaux. Quand on fait de l'aide aux PME, on aide souvent en Nouvelle-Aquitaine, chacun de nos cantons, il y a des PME sur tout le territoire. D'accord, Madame Boudinot, vous représentez quelle liste et quelle est la tête de liste de votre équipe? J'aurais dû le dire, oui, en tant que vice-présidente sortante, je suis bien évidemment aux côtés d'Alain Rousset, qui est la tête de liste pour ces élections régionales.
D'accord. Alors, je vais présenter également les autres participants. Donc, Gaëtan Malange qui représente la liste de Nicolas Florian, Laurence Faringue qui représente la liste de Geneviève Darrieussecq et Anne-Laure Bedu qui représente la liste de Nicolas Thierry, Catherine Soulier qui normalement est avec nous, mais qui n'a pas allumé sa caméra ni son micro, représente Eddy Pujalon. Alors, est-ce que… oui, voilà, Laurence Faringue. Allez, je prends la parole à suivre. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis, comme vous dites, Laurence Faringue, je représente la liste de Geneviève Darrieussecq et je suis par ailleurs députée européenne et conseillère municipale de Pau. Comme vous dites, la question de l'Europe, c'est une question de gestion de fonds, mais c'est aussi une question de valeur. Et d'ailleurs, on peut constater autour de cette table qu'il n'y a pas toutes les listes représentées, notamment pas celle du Rassemblement national, ce qui n'est pas tout à fait une erreur. Non, normalement, il devrait être là. Oui. Jacques Colombier devrait nous rejoindre. Non, mais je dis, c'est pas anodin parce que c'est vrai que d'abord, pour parler des fonds européens, il faut parler de la valeur européenne et de cette valeur de solidarité qui fait qu'en effet, nous disposons de budgets très importants, d'une part sur la politique des fonds structurels et des fonds de cohésion, et à travers l'actualité que nous venons de vivre, à travers le plan de relance. Il y a vraiment ces deux pieds sur lesquels nous allons avancer. Et plan de relance sur lequel le Rassemblement national s'est abstenu, je dois dire. Donc, sur ce sujet, moi, j'ai un peu la casquette amont puisque je travaille au Parlement européen sur la question des fonds régionaux dans la commission spéciale qui s'en occupe. Et donc, il y a déjà des priorités qui sont données à l'échelle méga, je dirais, à l'échelle macro sur ce à quoi doivent être destinés ces fonds. Et très logiquement, par rapport aux politiques qui sont menées et aux objectifs qui sont poursuivis, il y a deux priorités phares qui sont d'une part la transition écologique et d'autre part la transition numérique. Donc, avant qu'ils arrivent dans les régions, ces fonds, puisque nous sommes, il faut peut-être le préciser aussi pour nos auditeurs, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ces fonds, nous sommes en train aujourd'hui de voter les programmes 2021-2027, donc pour 7 ans, avec des budgets, avec des programmes qui ont des objectifs très particuliers, dans lesquels s'inscrivent notamment ces questions de la transition écologique. Donc 30% des fonds doivent être fléchés vers cet objectif et 20% vers le numérique. Même chose sur les fonds du plan de relance, puisque beaucoup du plan de relance a été, dès l'origine, dédié vers les régions. Les régions, et notamment la Nouvelle-Aquitaine, va bénéficier du fonds REACT-EU, qui est un fonds d'urgence qui va être déployé sur 2 ans et qui va viser à faire face vraiment aux impacts de la crise. Donc, vous voyez, on pourrait faire des heures parce qu'il se passe beaucoup de choses au plan européen et on est vraiment dans ce moment, puisque on a voté le FSE+, la semaine dernière au Parlement européen. On va voter en la session de juin les principaux programmes que sont le FEDER notamment. Donc, on est en plein dans cette actualité. Pour ce qui est, je ne vais pas faire que de la pédagogie européenne, mais c'est important de le dire parce que sinon on parle de choses qui sont très abstraites. Donc, pour ce qui est de la liste que je représente, qui est celle de Geneviève Darrieussecq, il y a beaucoup de sujets. Je vais essayer de faire simple. Il y a d'abord le sujet de la santé, puisque c'est un engagement fort qu'on a de lutter contre la désertification médicale, qu'elle soit en zone urbaine ou en zone rurale. Donc, pour ça, on a FEDER et FEADER qui peuvent être activés. Il y a la question de la transition écologique, mais qu'on souhaite tourner plus particulièrement vers les PME, qui sont aussi à l'origine du mouvement de changement qu'on peut mener et qui sont peut-être pas assez dans le mouvement de ces fonds parce qu'il y a une certaine complexité et on a besoin d'aller davantage vers eux. Et puis, il y a en effet un budget qui est très important socialement, qui est le FSE+, donc le Fonds de solidarité, et dont la région a la gestion sur la question de la formation tout au long de la vie et l'insertion. Ça, c'est un point très important parce qu'on voit que notre région, même si elle est relativement dynamique,
elle a quand même, elle est un peu moins touchée par le chômage que le plan national, mais elle a des problèmes de niveau de qualification. Donc, point très important sur la formation tout au long de la vie et aussi la formation à l'entrepreneuriat, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vieillissement des entrepreneurs et surtout un manque de féminisation. Donc, voilà deux sujets qui sont clés. Je finirai très rapidement sur un point qui est quand même très important, c'est la question de la gestion des fonds. Parce que, en effet, c'est un chemin qui est relativement compliqué. Et justement, on pense que ces fonds, ça ne doit pas être des fonds pour initier. Et donc, on a besoin, premièrement, de les territorialiser. On a eu des débats avec Isabelle Boudinot sur ces sujets. Et on plaide vraiment pour la territorialisation des fonds qui avait été demandée par les 10 grandes agglos de la région et sur lesquels on n'est pas tout à fait satisfait du résultat parce qu'on pense qu'on peut travailler dans la programmation, travailler dans la confiance sur des plans avec un peu plus d'objectifs. Et puis, voilà, c'est un sujet clé. Et puis, on a un autre débat en cours, c'est qu'on a le fonds qui est dédié au développement rural, qui est le FEADER, qui est aujourd'hui sorti des dotations des grandes agglos, alors que les grandes agglos ont sur leur territoire des communes rurales. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous souhaitons revenir. Voilà, excusez-moi, j'essaie de ne pas être trop longue, mais c'est un sujet très complexe. Merci. Anne-Laure Bedu a ouvert son micro. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le mouvement européen d'avoir organisé cet échange et de nous permettre de parler de l'Europe en région. Ça me paraît extrêmement important. Alors, sur les priorités pour la liste que je représente, qui est la liste Nos terroirs, notre avenir, qui est avec notre tête de liste Nicolas Thierry, je suis représentante de Génération Écologie et je suis, comme Isabelle, anciennement élue et j'avais le plaisir de m'occuper de politique d'innovation. Pour nos propositions sur la gestion des fonds européens. Alors effectivement, d'abord on se réjouit qu'ils soient gérés en région depuis 2014. Je ne vais pas effectivement renommer l'ensemble des fonds, peut-être pour faire là aussi un petit peu de pédagogie, rappeler quand même que ces fonds s'ajoutent à notre budget régional qui fait un peu plus de 3 milliards d'euros et que chaque année on additionne quand même 400 millions d'euros qui viennent de l'Union européenne. Donc ça représente une somme assez colossale qui n'est probablement pas assez valorisée. Donc, sur les marges de manœuvre que nous avons, elles sont relativement limitées, effectivement, du fait des orientations qui sont prises à l'échelle de la démocratie européenne, mais on peut malgré tout peut-être mettre en avant quelques priorités. Alors pour nous, les écologistes, l'ambition, en fait, c'est tout simplement de faire de ces fonds structurels des leviers de l'ensemble des transitions écologiques, qu'elles soient énergétiques, écologiques au sens de la biodiversité, par exemple, ou même démocratiques, et donc de les mettre au service de l'ensemble des orientations de notre programme. Donc, la première chose que l'on souhaite faire, c'est accompagner la transition vers l'agroécologie avec, par exemple, la sortie totale des pesticides, mais aussi des engrais de synthèse, atteindre 50% de terres bio à la fin du prochain mandat, reconquérir la biodiversité, améliorer le revenu agricole, car nous avons des agriculteurs qui peinent à gagner leur vie avec leurs exploitations, et également former à davantage d'agroécologie en soutenant l'investissement et la conversion des parcelles. Ensuite, soutenir l'innovation dans les secteurs économiques d'avenir. Alors, ils sont nombreux, bien sûr, dans le domaine énergétique, avec par exemple tout ce qui va être projet d'éolien offshore flottant, mais aussi un gros secteur, la gestion des déchets, la rénovation thermique, le développement des circuits courts, auxquels nous sommes très attachés, avec non seulement les questions de logistique qu'il y a derrière, mais aussi de distribution, la recherche et développement sur l'hydrogène, le stockage de l'énergie, par exemple. Enfin, investir dans des mobilités plus propres, notamment autour de l'hydrogène. Notre région s'est engagée sur un plan hydrogène qui est ambitieux, que nous souhaitons effectivement voir se mettre en œuvre en allant un petit peu plus loin. Alors ça, c'est, je dirais, pour la partie plutôt thématique. Pour ce qui est de la gestion des fonds, qui nous semble aussi particulièrement importante, cette gestion des fonds, il faut se dire que dans les régions françaises, on a quand même quelques soucis par rapport à des délais sur le versement de ces fonds aux structures qui peuvent en bénéficier, que nous pourrions très certainement améliorer. Là encore, Isabelle l'a dit, c'est compliqué, ce sont des dossiers très complexes avec des contrôles de conformité très importants, mais il faut certainement encore poursuivre l'effort, peut-être en avançant au sein d'un fonds spécialement dédié l'argent venant des fonds européens. Il y a des mécanismes à réfléchir parce que pour certaines structures, et notamment je pense aux associations environnementales,
on peut avoir en conséquence de retards qui peuvent prendre plusieurs années sur le versement des fonds européens, des frais importants à verser aux banques et qui effectivement sont payés sur la trésorerie des associations. Donc il y a des problèmes comme ça très concrets sur lesquels on pourrait essayer d'agir. Et j'abonde aussi dans le sens de ce que disait Isabelle sur la consommation de ces fonds, bien évidemment. Et ça passe aussi par de la pédagogie, mais je pense que ça sera l'objet de vos autres questions sur les sujets de sensibilisation. Merci. On va essayer de faire un petit peu plus court pour chaque présentation. Alors, dans l'ordre, Gaëtan Malange, Catherine Soulier et Jacques Colombier, dans leur ordre d'arrivée sur ce webinaire. Merci. Gaëtan Malange. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est oui, bon? Très bien. Très bien. Donc, je suis Gaëtan Malange, je représente donc la liste de Nicolas Florian, la liste de la droite et du centre. Je suis maire de la commune de Saint-Barthélemy d'Agenais en Lot-et-Garonne. Je suis vice-président au sein de l'agglomération de Marmande en charge des politiques contractuelles et également sénateur suppléant du département. Donc, c'est quelque chose auquel on est très confronté évidemment à l'agglo de Marmande, mais comme dans tous les GAL et les programmes leaders et les comités de programmation leaders, cette difficulté. Pour moi, c'est déjà la première chose qu'il faut dire et dénoncer. C'est un vrai constat qui est fait aujourd'hui sur la mandature précédente de 2014-2020. Je vous rappelle, en 2019, Didier Guillaume, alors ministre de l'Agriculture, alertait sur la gestion de ces fonds. Et on le voyait bien, nous, dans les territoires. Nous voyons qu'en 2019, alors qu'on était sur la mandature de 2014-2020, en 2019, on était à moins de 5% des fonds consommés, tant la gestion de ces fonds, les dossiers à monter étaient complexes. Et pour des territoires ruraux, des petites communes qui ont de faibles moyens d'ingénierie, c'est très compliqué de mener à bien ces dossiers. Souvent, en plus, concernant les collectivités, dans certains qui sont faits sur les territoires pour une répartition assez équitable des fonds, certes, ça représente des fonds importants dans l'enveloppe globale, mais ensuite, sur des fonds, des subventions par projet, ce sont des subventions assez, finalement, je dirais, somme toute assez relatives. Je prends l'exemple de ma commune. Nous avons rénové le centre-bourg sur la partie 2014-2020, 1,5 million d'euros de budget, 30 000 euros d'aide des fonds leaders. Donc, sur les 1,5 million, ce n'est pas non plus énorme. Et nous avons, ça a été la dernière enveloppe qui est arrivée en termes de versement, tant le dossier était long, était compliqué à faire, alors que vous avez en parallèle, pour le coup, on critique souvent l'État, mais pour le coup, l'enveloppe DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux venant de l'État, qui était de 500 000 euros sur 2 ans. Vous avez un dossier qui est hyper simple à monter et où, une fois la commission de programmation DETR, tombe très facilement. Donc, vous voyez déjà à quel point je crois que là, la prochaine mandature se devra, au niveau régional, de simplifier massivement. On est en train de crever de ça, vraiment, sur les territoires ruraux et même sur les petites communautés, de toute cette complexification administrative et de toute cette bureaucratie. J'ajoute d'ailleurs que, vous savez, quand vous faites un comité de programmation leader, vous avez à la fois des membres du collège public qui représentent les collectivités et de ce qu'on appelle le collège privé, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des acteurs de la sphère privée. Et à chaque fois, je vois un peu les deux mondes. C'est-à-dire qu'on a les élus qui peut-être baignent un peu dans ça et sont habitués à cette complexité, et les gens du quotidien qui nous regardent, qui sont là dans les réunions, qui sont effarés de la complexité de ces dossiers. Donc là aussi, c'est un vecteur d'éloignement considérable de l'Union européenne, des fonds européens et même de la région. Donc déjà, première priorité, simplifier. Voilà, peut-être qu'on reviendra après sur le reste, mais moi je crois que vraiment c'est l'argument de simplification massive. On reparlera après du plan de relance, etc., parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire, notamment sur l'appareil productif réel dans les régions. Merci, Monsieur Malange. Madame Soulier. Oui, bonjour. Donc, Catherine Soulier, je représente le mouvement de la ruralité. Et la tête de liste pour la région Nouvelle-Aquitaine est Teddy Pujalon. Donc, notre priorité, elle va à la cohésion sociale et territoriale, et en particulier la formation qui est des compétences de la région. Je crois que nous souffrons actuellement quand même d'un taux de chômage qui est relativement important. On subit les conséquences de cette crise sanitaire, et qu'il faut absolument mettre en adéquation les offres d'emploi
avec le potentiel qu'il y a au niveau de la région. Moi, je vois au niveau des CFA, parce que j'ai siégé dans des CFA, on avait certains jeunes qui, avant de sortir, avaient directement un emploi, avant même leur sortie du CFA. Et là, malheureusement, dans ces CFA, on manque de jeunes qui ont la bonne volonté de s'engager. Je crois qu'une des priorités de la région, c'est de valoriser certaines formations qui sont un petit peu en déshérence. Je pense à des formations comme la chaudronnerie, comme, je ne sais pas moi, on manque de plombiers. Donc, il faut mettre en adéquation les offres et les demandes d'emploi. Ça, c'est une priorité. Ça dépend de la cohésion sociale et territoriale, ça dépend de la formation qui est gérée par la région. Donc ça, nous insistons beaucoup là-dessus. Je partage évidemment ce qui vient d'être dit sur la complexité du portage des dossiers. Ça, c'est certainement une des choses qui fait que l'Europe, vu des territoires ruraux, eh bien, elle n'a pas tellement bonne presse, puisque beaucoup de porteurs de projets n'arrivent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils n'ont pas le personnel, parce qu'ils n'ont pas la logistique pour porter des projets. Nous proposons d'avoir des unités mobiles sur la région. Je rappelle que cette région, quand même, elle est immense. On a une région qui est pratiquement la taille d'un pays européen qui est l'Autriche, quand même. Hein. Donc, des unités mobiles qui iraient à la rencontre sur les territoires des porteurs de projets et qui leur feraient rentrer leurs projets dans les bonnes lignes. Parce que, vous savez, quand vous allez à la rencontre d'un porteur de projet, il a une idée très particulière de son projet. Et quelquefois, ce n'est pas compatible avec les fonds européens. Donc, il faut décrypter l'ensemble du projet et arriver à trouver des éléments qui permettent d'intégrer le projet dans des fonds structurels. Ça, c'est un travail qui ne peut être fait que par des spécialistes. Quelqu'un qui est dans une commune rurale, quelqu'un qui est associatif, n'a aucunement les moyens de décrypter ces fonds européens et de porter ces projets jusqu'à l'intégralité. Alors, autre point, madame a dit qu'il n'y avait pas de dégagement d'office. Il n'y a pas de dégagement d'office, mais vous savez très bien aussi que les fonds ne sont pas consommés dans les délais impartis et que globalement, on a une tolérance de 2 ans au-delà du délai imparti. Nous, ce que nous portons, c'est une consommation des fonds structurels dans les plus brefs délais. Parce qu'on ne peut pas attendre. La situation est telle qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour consommer les fonds structurels. Il y a d'énormes besoins sur le territoire. Il y a des gens qui sont en souffrance. Il y a des structures en souffrance. Il y a des agriculteurs en souffrance. C'est une question de mois, ce n'est pas une question d'années. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre des années. Je suis désolée, on n'en est pas là. Donc, fonds structurels, oui. Consommation dans les plus belles délais, oui. Et aide aux porteurs de projets. Merci, Madame Soulier. Monsieur Colombier? Oui, bonjour. Oui, Jacques Colombier, donc je représente évidemment la liste d'Edwige Diaz, la liste du Rassemblement national. On nous accuse bien souvent… Attendez 2 secondes. Oui, monsieur Philippe? Oui, si vous permettez, monsieur Colombier, je vous rappelle la question parce que j'ai vu que vous étiez arrivé un tout petit peu après. Donc, oui, je vous redonne la question. La région joue un rôle important dans la gestion des fonds structurels européens. Quelles seraient vos priorités en rapport avec ces fonds, tant en ce qui concerne les domaines d'intervention qu'en ce qui concerne leur gestion? Voilà, je vous laisse la parole, bien évidemment. Très bien. Non, j'avais bien enregistré votre question. Je vous en remercie. Je vous remercie de la rappeler. J'aimerais citer ça dans un échange global. Je rappelle quand même que la contribution de la France pour toute politique globale confondue était de 24 milliards à peu près, hein, c'est ça, pour l'année 2020. Nous en recevons, là encore, 13,5 milliards. Nous en sommes donc de notre poche, je le rappelle, près de 11 milliards. Alors, on nous dit souvent le Rassemblement national est contre les fonds européens régionaux. Cela est totalement faux. Nous avons souvent des communications au Conseil régional là-dessus ou des dossiers à voter, nous les avons votés. Ne serait-ce qu'au sujet de dire que si nous sommes déficitaires par rapport à l'Europe en termes financiers, nous acceptons bien entendu au moins le retour que l'Europe peut nous faire sur un certain nombre de dossiers. Les priorités, elles sont simples, en effet. La formation, c'est évident, car c'est l'avenir et de notre jeunesse et de notre économie. Je serai rapide. Et sur des filières d'avenir, des filières qui souvent ont pêché, on l'a vu entre autres sur la santé, avec la pandémie et la crise que nous continuons de subir, sur l'industrie, bien entendu, parce que cela apporte l'emploi. En revanche, je tiens à souligner
comme tout le monde, mais je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus, sur la complexité des dossiers, la complexité administrative, le manque d'ingénierie souvent des porteurs de projets et souvent de la non-consommation. Je reconnais que l'Aquitaine a rattrapé un certain retard, mais nous en sommes à peine à 50%. Donc, et sur l'agriculture, bien entendu, nous avions une communication, je crois, en parlant d'une Europe plus verte et plus agricole. En ce qui concerne la France, j'ai été quand même député européen en 2018 et 2019, et j'ai quand même le souvenir, ne serait-ce que sur le dossier du Mercosur, même s'il n'est pas finalisé, que l'Union européenne ne cesse de signer des traités de libre-échange avec un tiers des pays du monde, et ceci au détriment, bien entendu, de l'agriculture française, puisque ni les normes ni les charges ne sont évidemment les mêmes. Voilà, et bien sûr, filière d'avenir du numérique. Voilà, j'en arrêterai là-dessus pour la thématique, et bien entendu, nous y reviendrons tout à l'heure sur la gestion même de ces fonds. Merci, Monsieur Colombier. Philippe? Alors, sur la deuxième question, la population en général prétend souvent être mal informée sur les questions européennes. Pensez-vous que la région a un rôle à jouer d'information, de sensibilisation du public, notamment des jeunes, à ces questions? Alors, on va peut-être faire cette question dans l'autre sens. Monsieur Colombier? Oui, ben écoutez, je serai là aussi rapide. Je constate qu'en ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, je crois qu'on ne me contredira pas, nous avions 3 millions de frais de communication. Est-ce que cela est très utile? J'allais dire peut-être en ce qui concerne la gestion, ne serait-ce que pour informer de manière plus précise les porteurs de projets ou les possibilités de projets qu'il y a, car je le disais tout à l'heure, la complexification des dossiers, l'administration, la paperasse, disons-le. Je rappelle quand même qu'il y a eu un rapport sénatorial de 2019 qui était assez, j'allais dire, assez accablant sur ce sujet, disant qu'un grand nombre de projets étaient abandonnés en cours de route car les porteurs se détournaient des aides de l'Union européenne du fait quand même de tous ces obstacles ou cette complexité. Donc je crois que ce que je regrette, c'est quand même que ces fonds, c'est quand même l'argent, entre autres, des Français, que les Français en donnent pas mal. Je le disais tout à l'heure, ils en reçoivent en retour qu'une partie, mais on leur impose dans un cadre trop contraignant. Vous le savez, nous sommes pour retrouver des souverainetés nationales. La souveraineté nationale, la souveraineté de l'État, du reste, Madame Jacqueline Gouraud va dans ce sens, ou je vais dans son sens, vous voyez, pour une fois, qui disait que de renationaliser ou recentraliser le FEADER, eh bien, c'était, je la cite, plus d'homogénéisation des dispositifs, l'égalité face à la politique agricole nationale, oui, qu'en fait, nous avions un seul interlocuteur qui, dans ce cas-là, était l'État et non pas une myriade d'institutions ou de moins de structures. Donc, je pense que cette communication, elle devrait se faire, puisque ce système existe, il doit être perfectible, mais il doit surtout se mettre en direction des porteurs de projets, car là est le concret. Après, j'allais dire, en informer, je connais les valeurs de l'Europe, les jeunes, tout cela, j'allais dire, c'est de la propagande. Merci, Monsieur Colombier. Madame Soulier, alors on nous demande également comment il serait possible de faciliter l'accès aux fonds pour les associations et les entreprises. Si dans vos réponses, vous pouviez traiter ce point. Oui, alors bon, j'ai répondu en partie tout à l'heure, étant donné que faciliter le travail des porteurs de dossiers, ça peut se faire par des unités émanant de la région et qui vont voir les porteurs de projets et les aident à monter leur projet. C'est ça, c'est une chose qui est parfaitement concrète et puis qui peut se mettre en œuvre de façon relativement facile, à condition qu'on accepte au niveau de la région de mettre à disposition des gens qui puissent circuler sur l'intégralité du territoire. Ça, c'est à mon avis tout à fait possible et tout à fait réalisable en peu de temps. Réconcilier les jeunes avec l'Europe, je crois que ça passe aussi par ne pas décrédibiliser et critiquer l'Europe à tout bout de champ. Parce qu'il faudrait quand même rappeler que quand une directive européenne est transposée au niveau national, bien souvent au niveau national, on en rajoute 3 couches. Donc, je rappelle quand même une petite chose.
Nous sommes dans la même Europe que les Allemands, que les Espagnols, que les Italiens. Donc, les directives européennes, elles s'appliquent à Berlin, à Paris, à Madrid. Sauf que nous, en France, on veut toujours laver plus blanc et on en rajoute 3 couches. Donc, il ne faut pas imputer à l'Europe ce qui est totalement franco-français quand même. Hein. Je rappelle une petite anecdote quand même, parce que tout le monde a ça en mémoire, l'histoire de l'escabeau, où les jeunes de moins de 18 ans, soi-disant, l'Europe avait interdit aux jeunes de moins de 18 ans de monter sur des escabeaux. C'était quand même un décret bien français. Donc, la réconciliation, on va dire, des jeunes avec l'Europe, ça passe d'abord par arrêter de désinformer. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes qui venaient me voir que l'Europe, c'est un magnifique territoire de paix, de démocratie et de liberté. Et quand on s'éloigne un petit peu de l'Europe, et pas très loin, eh bien, la paix, la liberté et la démocratie, on trouve rarement ces 3 qualités en dehors de nos frontières. Donc, je crois que c'est un élément essentiel à défendre auprès de nos jeunes, c'est leur rappeler cette réalité. La paix, c'est fragile, la démocratie, c'est fragile aussi, et malheureusement, il faut y veiller. Donc, je crois que c'est un discours à tenir aux jeunes pour qu'ils aiment un petit peu plus l'Europe. Et puis, l'Europe, on a quand même beaucoup de choses en partage, on a une belle civilisation, et donc on a beaucoup de chance et qu'il faut la protéger. Voilà. Merci, Madame Soulier. Monsieur Malange? Oui, bon, déjà sur le rapprochement. Moi, je partage un constat aussi. Je pense qu'il faut arrêter les grands soins incantatoires, les grandes formules qui sont toujours, je trouve, un peu creuses et qui en fait, ce genre de formules et de discours très uniformes, assez bien pensants d'ailleurs, contribuent à éloigner, je n'allais pas dire notre jeunesse, mais nos jeunesses, parce que on a différentes jeunesses. La jeunesse rurale, ce n'est pas la jeunesse de Bordeaux, ce n'est pas la jeunesse de la métropole de Bordeaux, de Limoges, de Poitiers, etc. Vous voyez, donc je pense que déjà, on pourrait aussi tourner la question dans l'autre sens. Je pense déjà qu'il faut qu'on puisse réconcilier, rapprocher l'Europe de nos jeunes et pas forcément réconcilier les jeunes avec l'Europe. C'est un détail, mais je pense que c'est très différent que, et je reprends rappeler ce que disait le général de Gaulle, hein, sauter sur sa chaise comme un cabri en acclamant et en évoquant l'Europe, ça ne résout rien, ça ne résout pas les problèmes. Moi, je pense qu'il faut une Europe qui s'adapte au territoire, à nos difficultés, et que ce soit le jeune agriculteur qui souhaite avoir des renseignements sur des aides européennes qui sont fléchées pour un territoire rural, pour des retenues d'eau, l'artisan, le jeune chef d'entreprise, le jeune start-upper à Bordeaux. Vous voyez, tout ça, je pense que c'est aussi à l'Europe à s'adapter aux besoins des territoires et sur place ce qu'on souhaite faire. Ensuite, sur les porteurs de projets, effectivement, je me mets à la place du gars qui veut créer quelque chose ou qui veut lancer une activité, de l'association qui veut porter un projet. Enfin, franchement, on a affaire à un mur. Donc là aussi, ça fait partie d'une des grandes propositions que nous, on met sur la table. Et je suis content que Jeannette Dariussec ait repris cette proposition de Nicolas Florian. C'est un peu déconcentrer les services régionaux dans les départements, notamment les départements ruraux, beaucoup moins pourvus en ingénierie, je le rappelle, que les territoires urbains. Donc ça aussi, il faut des services et des antennes régionales, et ça reprend la question Internet qu'on a eue, qui soient des points d'accueil avec des personnels qualifiés pour aider à porter, à monter des dossiers, parce que c'est ça la réalité. Vous voyez, on en revient toujours au même point. La bureaucratie française, l'administration hyper puissante, hyper nombreuse, qui crée des strates à n'en plus finir et qui perd et brouille tout le monde. Moi, là, on parlait des associations des entreprises, mais je connais plein de maires de petites communes rurales qui ne souhaitent plus porter des dossiers auprès des fonds leaders parce que c'est trop compliqué, par exemple. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. D'accord, monsieur Malange, merci. Madame Bedu? Oui. Alors, je voulais revenir en fait sur ce qui vient d'être dit, parce que quand on commence à parler de l'Europe en parlant simplement de la contribution nette de la France et uniquement d'une contribution financière, ça montre bien quand même le peu d'attachement aux valeurs européennes qu'a le Rassemblement national. Mais Bon, madame, ça, c'est une première chose. citez vos valeurs. Attendez, monsieur Colombier. Monsieur Colombier. Je répondrai. Donc ensuite, effectivement, il faut ramener à l'Europe ce qui vient de l'Europe et à César ce qui revient à César quand on parle de la technocratie européenne et qu'effectivement, on parle en fait de la bureaucratie française. Ce qui vient d'être dit sur le soutien aux porteurs de projets, je voudrais quand même vous dire,
à tous que c'est déjà le fait, c'est déjà le cas. Moi, j'ai siégé dans énormément de structures d'accompagnement de l'innovation. Eh bien, écoutez, dans l'ensemble des filières, l'aide au portage de projets qui mobilisent des fonds européens est déjà fait. Alors peut-être pas, il faut aller encore plus vite, plus loin, mieux le faire dans l'ensemble de nos territoires en faisant connaître nos dispositifs, mais effectivement, c'est déjà une dynamique qui est très largement engagée. En revanche, je voudrais vous faire part donc, de nos propositions par rapport à la question qui était posée sur la sensibilisation du grand public et des jeunes en particulier aux questions européennes. Donc nous, d'abord, en tant qu'écologistes, nous sommes très attachés au projet européen. On pense en revanche qu'il faut travailler sur le sentiment d'appartenance à l'Europe et favoriser la proximité de ce lien à l'Europe qui, là, effectivement, est quand même relativement abîmé. Alors, on a des outils pour cela et nous, ce que l'on voudrait souligner, c'est 2 propositions. D'abord, un soutien à l'accès à la mobilité des jeunes en Europe pour tous. C'est vrai que le programme Erasmus est qualifié d'un programme assez excellent. On le montre même comme le principal atout de l'Union européenne. Eh bien, inspirons-nous, développons autour de cet Erasmus la mobilité en la favorisant à partir de nos compétences dans les lycées et puis nos compétences sur la formation professionnelle. Donc, créons les liens encore plus approfondis sur ces sujets. Ça voudrait dire aussi de doubler le nombre de classes européennes, notamment en milieu rural. Nous en reparlons effectivement, et aussi dans les quartiers populaires. Il faut que l'Europe soit accessible à tous. Et en effet, nous avons un sujet sur ce point, mais qui est aussi un sujet d'institution française. On pourrait le dire sur tous les sujets, pas seulement sur l'Union européenne. Et également, mettre en place des programmes d'échange et de voyage culturels en Europe, en mobilisant donc les fonds du programme Erasmus+. Également, ça serait de donner les moyens aux associations donc, qui portent la vocation européenne en région de bien mener leur mission pour faire vivre l'Europe sur nos territoires, sur les sujets d'éducation européenne vis-à-vis des jeunes, mais pas seulement, sensibilisation tout public et de mieux approfondir les liens qui sont faits avec les collectivités locales sur notamment le rôle financier des régions dans la gestion des fonds européens, et ça, on vient d'en parler. Également, travailler avec les médias. Je crois qu'il y a un problème d'image de l'Union européenne et peut-être avoir, vis-à-vis d'une cible spécifique comme celle des médias, des programmes de sensibilisation et d'aller vers les médias pour les sensibiliser. Des innovations pédagogiques également. C'est vrai qu'on voit parfois arriver dans la sphère des politiques publiques des nouvelles manières. Je pense à la loi sur la République numérique qui avait permis de travailler sur une plateforme innovante qui permettait de la participation citoyenne. Je pense qu'il faut aller vers cette reconnexion avec des plateformes, à l'image de ce qui se fait un peu aujourd'hui sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, en essayant d'approfondir ces débats. Et puis, bien sûr, travailler sur la place de l'Union européenne dans le monde avec les enjeux de souveraineté qui peuvent être derrière ces questions. Merci. Madame Faring. Merci beaucoup. D'abord, un premier point, je voulais dire que je faisais partie d'une liste et d'un mouvement qui était pro-européen convaincu parce que justement, c'est de mon point de vue, et pas que de mon point de vue, parce que je le travaille au plan européen, le seul moyen de lutter contre les épouvantails est de justement imposer nos standards en termes environnementaux, de qualité, au plan international, et donc de protéger nos entreprises et nos agriculteurs. Premier point. Sur le sujet de l'information du public, en effet, on sait que l'Europe est perçue comme lointaine, pas toujours connue, même si la participation aux dernières élections européennes en fait mentir ce sentiment. Donc, en effet, ça a déjà été évoqué, il y a 2 questions clés qui sont l'éducation et l'information, voire la désinformation, parce que, comme je disais, l'Europe est souvent brandie comme un bouc émissaire à tous les maux. En effet, Erasmus est au cœur de la question de l'éducation. En plus, on a l'agence Erasmus+ à Bordeaux. Moi, j'ai été rapporteure pour mon groupe politique sur ce programme. On sait que dès à présent, on a eu un combat très fort pour qu'il soit plus richement doté. Il a été pratiquement doublé. Ça veut dire qu'il va concerner plus de jeunes. Plus de jeunes, c'est plus de jeunes de tous les horizons et de tous les cursus. Il y a une clause d'inclusion sur laquelle on s'est battu pour qu'on ne soit pas empêché des jeunes qui sont plus éloignés pour des raisons sociales, géographiques, parce qu'ils n'habitent pas en effet les grandes villes, ils vont pouvoir partir. Il y a la question aussi des cursus, dimension très importante sur la mobilité longue des apprentis. Ça veut dire qu'on peut permettre, et donc la région ayant cette capacité d'orientation, de les orienter
vers des cursus européens, voire internationaux, ce qui mène à coup sûr à l'emploi. Donc là, il y a vraiment des questions pour faire mieux comprendre l'Europe, mais en faire un atout aussi pour l'avenir. La question des médias, en effet, c'est une question qui est un point clé, qui doit être développé. Il y a des projets, notamment en interfrontalier, sur des développements de partenariats avec des médias espagnols notamment, et ça, je pense que ça fait partie de nos projets de les développer plus avant. Donc ça, c'est le plan de où est l'Europe dans le prisme de nos connaissances, et ça peut être amélioré, et surtout, ça peut être un atout pour l'avenir. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a une difficulté. En effet, quand la région gère des fonds européens, eh bien, la tentation est grande de s'attribuer ces fonds européens et de ne pas suffisamment communiquer sur le fait qu'ils viennent de l'Europe et non pas de la région. Donc ça, c'est un point que nous souhaiterons absolument corriger. Lors de le début de crise, la seule région qui a joué le jeu, c'est la Bretagne. Quand elle a livré des masques qui étaient payés par les premiers fonds régionaux qui avaient été débloqués spécialement, au moins elle a mis le logo de l'Europe sur les cartons. Bah si, je suis désolée, Isabelle. Bon. Mais de la même manière, quand on reçoit un FEDER, bon, on a une belle lettre, mais l'Europe, il faut la chercher. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est totalement faux. Et je me doutais que vous alliez dire ça, mais je le crois quand même. C'est une mauvaise foi crasse. C'est à minima. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi. Donc, je pense qu'il faut plus de transparence dans l'attribution des fonds. Et puis, en effet, il faut plus de proximité parce que les PME sont très démunies. Donc, en effet, s'il y a des bonnes idées à partager, partageons-les. Les maisons départementales de la région sont en effet indispensables parce que quand on est même un maire de petite commune, en effet, moi, en tant que députée européenne, j'en accompagne beaucoup quand je les rencontre et que je dis que je suis députée européenne et que je vais les voir pour ça, on me dit toujours « Ah, j'ai une salle à refaire, etc. et je ne sais pas comment m'en sortir. » Donc ça, c'est anormal en 2021. Donc, il faut ces organes de proximité. Voilà. Merci. Madame Boudinot. Bien, énormément de choses à dire. Je précise d'abord que j'essaie de ne parler que de ce qui rentre dans les compétences de la région. Donc, Erasmus+, par exemple, n'est pas du tout une compétence de la région, c'est vraiment une agence de l'État. Donc, on ne peut pas faire des propositions autour d'Erasmus+, en tant qu'institution régionale. Je précise aussi que sur la commande des masques, quand on les a commandés, on a été dans les premiers, et pour la bonne raison en plus qu'on a une coopération avec la Chine, et qu'à l'époque, il n'était pas question de mettre de l'argent de l'Europe là-dessus, on l'a su après, et ça a été très compliqué d'ailleurs, parce qu'il a fallu jongler entre le FEDER et le FSE, et finalement, en France, seul le FSE a permis d'acheter des masques, ce qui est quand même un peu illogique. Mais bon, pour ce qui est de la communication, évidemment que c'est un axe fort de la région, c'est même un axe obligatoire. On gère 2,5 milliards de fonds européens. On a une petite partie, 3 millions, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans ces 2,5 milliards, mais ils sont imposés par la Commission européenne pour que nous communiquions sur la gestion de ces fonds. Mais nous avons été bien au-delà. On a une équipe de communication, on a un site internet, on accompagne toutes les collectivités, tous les porteurs de projets, parce qu'il leur est imposé absolument de mettre le logo de l'Europe chaque fois qu'un projet est aidé. Il faut un panneau, vraiment, on veille à ce genre de charte. Mais on a été aussi au-delà, on aide tous les CIED, donc les maisons de l'Europe. On a aussi le plus gros bureau à Bruxelles de toutes les régions. C'est quelque chose de très ancien qui est vraiment une composante européenne d'Alain Rousset, vraiment qu'il porte de tout son cœur. Et ce bureau Europe fait une lettre Info Europe mensuelle qui est envoyée à tous ceux qui en font la demande, et c'est plusieurs milliers de personnes. Et je voudrais rajouter quelque chose. C'est vraiment grâce au combat d'Alain Rousset, quand il était président de Région de France, que les régions ont obtenu la gestion des fonds européens. Et ça, en termes de communication, ça a été un pas énorme. Parce que quand c'était les préfets qui géraient les fonds européens, ils masquaient le désengagement de l'argent de l'État en utilisant les fonds européens et ne le faisaient pas savoir. Nous, on le fait savoir. Contrairement à ce que dit Mme Farang, on communique sur l'Europe, on le fait savoir, on renvoie toujours l'ascenseur à l'Europe. Et vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est essentiel.
Ensuite, on va avoir la conférence sur le futur de l'Europe. Et là aussi, je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur les maisons de l'Europe, s'appuyer sur les échelons territoriaux pour que les citoyens soient informés sur ces grands débats européens, qui est quand même une avancée en direction des citoyens d'essayer de mieux parler, de davantage parler d'Europe, car effectivement, c'est un sujet complexe et c'est trop facile de dire des choses abusives, comme ce que dit M. Colombier sur l'Europe nous ponctionne je ne sais pas combien et nous restitue une somme et que ça nous coûte 11 milliards. D'abord, ces chiffres sont totalement faux. Et ensuite, ils passent complètement sous silence le fait que l'Europe nous apporte beaucoup plus que la contribution, l'enveloppe dont elle nous dote chaque État membre. L'Europe, c'est un marché commun et c'est une force commune. On a un monde qui s'impérialise, on a des grands blocs qui sont en train de devenir de plus en plus antagonistes. Si chaque pays d'Europe veut jouer sa propre carte, il sera un nain dans un monde de géants et se fera écraser. Merci. Pardon, madame, je veux juste rajouter plusieurs choses. J'entends ce que vous dites, enfin, je ne sais pas si c'est grâce à Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, ou que ça a été très bien peut-être, mais vous voyez bien que si peut-être que l'État masquait effectivement ce que vous dites, le désengagement sur ces fonds, etc. Mais si, lorsque c'était instruit par l'État, si on avait davantage de fonds européens consommés au détriment d'une technocratie régionale qui était très lourde et qui nous a permis de consommer les fonds, non mais vous voyez, je mets ça sur la table aussi, parce que c'est bien de déconcentrer, de décentraliser. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'État doit… Vous avez évoqué Leader, je vais vous répondre sur Leader. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pour que… On peut là aussi, pareil, faire une comptation à la région et dire on a géré les fonds européens, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Mais c'est pour que ça soit compliqué. Bon, je ne sais pas si on peut s'en féliciter comme ça, je ne sais pas. La deuxième chose… On ne peut pas sauter comme un cabri en disant simplifier, 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 alors que les règles, tous mes prédécesseurs vous l'ont dit dans les propos, elles viennent à la fois de l'Europe avec une surréglementation de l'État français. Elles ne viennent pas de la région, ces règles. Et de toute façon, pardonnez-moi, monsieur Malange, mais là, je pense qu'on sort complètement du débat de ce soir, qui est de savoir ce que nous, Région Nouvelle-Aquitaine, nous pouvons faire. Là, vous êtes en train de parler de nouvelles réglementations qu'il faudrait prendre pour que la gestion des fonds structurels retourne au niveau national. Mais ça n'est pas le débat de ce soir. La région ne peut pas alléger les réglementations aux élections présidentielles et vous pourrez en parler. L'objectif, c'est de voir ce que vous, en tant que futur gestionnaire de la région, vous allez pouvoir faire pour apporter aux néo-aquitains. Voilà. Non, mais simplement, moi, je crois que c'est le débat. Le débat est ouvert entre les représentants, là. Oui, on peut, bien sûr, c'est le principe. On peut débattre, bien entendu. On va pas faire… on va pas se couper la parole. Mais voilà, mais juste… si, moi je crois que c'est le débat. C'est quelle conception de l'idée européenne on fait dans la région et puis au niveau national, parce que c'est lié, pardon, mais c'est lié. Et quand je vois sur la complexification, moi au contraire, je veux enlever des réglementations. Elle n'est pas régionale. La complexité ne vient pas de l'échelon régional. Oui, elle vient aussi de l'exigence de transparence des citoyens. C'est-à-dire qu'un euro consommé en Europe est un euro qui doit être justifié. Et ça, c'est vrai que… On n'y peut rien de ça. Oui, d'accord. Madame, je veux juste dire une petite chose. Il y a une manière de simplifier ou de fluidifier qui était de faire confiance aux collectivités locales. Et notamment, vous savez qu'on a eu ce débat avec les communautés d'agglomération. Il y avait les 10 plus grandes agglomérations de la région qui se sont unies pour demander une territorialisation des fonds, ce que la région a refusé. C'était une manière de simplifier. C'était une manière d'utiliser avec des perspectives. Et ça n'a pas été obtenu. Et je trouve que c'est vraiment très dommage. C'est une gouvernance qui est à remettre en place et c'est ce que nous ferons. Vous ne pouvez pas à la fois défendre une décentralisation qui serait une départementalisation ou une sécession des agglos qui vont vivre comme elles parce qu'elles ont beaucoup de moyens. Et en même temps, vous faites partie d'un gouvernement qui a recentralisé la gestion des fonds FEADER. Donc, on va s'exprimer. Voilà, M. Valland. Mais les fonds FEADER ont été recentralisés, c'est totalement contraire. Madame Faring, comme Madame Dariussec, fait l'inverse de ce qu'elle pratique dans son gouvernement. Mais Madame Dion, je comprends pas. Vous nous dites, grâce à Alain Rousset, c'est la région qui gère les fonds européens. Et vous nous dites, ah mais non, la
classification, c'est ni l'Europe ni la région. Non, mais c'est qui alors? Si, c'est l'Europe, parce que l'Europe exige la transparence, bien sûr. C'est l'Europe et la surréglementation de l'État français qui est un champion des exigences supérieures, des couches Et la supérieures. région qui centralise beaucoup. Voilà, Non, 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 non. Bon, Mais vous voulez Malange. départementaliser et faire payer des salles, vous l'avez dit vous-même. Vous voulez Je crois saupoudrer. du problème, chère Madame Boudinot, parce que j'allais dire, c'est vrai que l'État français adore la paperasserie, adore la complexification administrative, mais reconnaissez quand même que l'Europe actuellement, avec ses normes et ses règles, est aussi quand même un champion en la matière. Alors j'allais dire, si c'est l'Europe et l'État et non les régions, ben, je vais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, je crois qu'il faut parler très simplement. Parce que, pardonnez-moi, c'est un avis personnel, n'y voyez aucune attaque, mais ce que j'entends depuis 10 minutes, c'est incompréhensible d'après moi pour l'électeur lambda. Vous parlez technicité, c'est très compliqué. Moi, je voudrais simplement répondre à la représentante de la liste écologiste qui me reproche quand même d'avoir évoqué les 11 milliards de pertes entre ce que donne la France et ce qu'elle reçoit de l'Europe, et Madame Boudinot aussi. Vous avez des pudeurs, je crois, dès qu'on parle de finances. Moi, je vous rappellerai quand même. Absolument pas, rassurez-vous, monsieur Colombier. Madame, s'il vous plaît, je vous laisserai après la parole. C'est avec beaucoup de mépris que vous avez évoqué cela, car vous oubliez quand même que la France compte plus de 10 millions de pauvres et qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Alors, évoquer le fait que l'Europe, dès qu'on touche à l'Europe, je sens que ça, c'est un tabou absolument digne de l'Everest. Je vous répondrai simplement que, ben oui, on parle un petit peu finance et qu'avec 11 millions d'euros, croyez-moi, on pourrait faire dans le social et avec les Français aux revenus les plus modestes, beaucoup de choses. Voilà. Bon. Ce chiffre est faux, monsieur Colombier. Vous avez ne me reprochez pas d'évoquer ça. Vous avez l'art, monsieur Non, Colombier, ne me reprochez pas. les chiffres à votre S'il vous plaît. Monsieur Malange, laissez la parole à monsieur Malange, s'il vous plaît. C'est 11 milliards, monsieur Colombier, pas 11 millions. Parce que Oui. Bref. Milliards. Donc, eh bien oui, vous avez dit millions, donc bon, Ah, on n'est pas un zéro. On parle en milliards avec l'Europe, hein, vous le savez. Oui, je sais bien. Bon, non, moi, ce qui me frappe toujours dans certains discours, c'est un peu la vision angélique du truc. On voit qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas et on en veut toujours plus. Moi, je crois quand même qu'il faut, à un moment donné, il faut remettre un peu les choses en place. L'Union européenne, c'est ni un pays, c'est ni un État, d'accord? Je pense pas. Moi, je suis pas fédéraliste. Je suis pas pour une forme supranationale que serait l'Union européenne. Moi, je suis un gaulliste, vous savez. Je suis un séguiniste. Je suis un souverainiste. Alors, le souverainiste, mais un vrai souverainiste, parce que ça, c'est le mot que tout le monde se prend à la main aujourd'hui. Moi, j'appartiens à une famille politique qui a toujours la souveraineté. Républicain, alors vraiment. Monsieur Colombier, laissez parler monsieur Malange. Moi, je reste dans le bateau et je fais en sorte qu'on revienne à des valeurs RPR qui me parlaient davantage en tant que gaulliste social et en tant que séguiniste. Mais je veux vous dire une chose. Moi, ce que je crois, justement, vous voyez, ce qui me dérange, c'est ça, c'est l'Union européenne ne fonctionne pas et on veut toujours plus d'Europe. Il faut sensibiliser, éduquer. Mais on reviendra sur ça. L'Union européenne ne fonctionne pas, on peut revenir dessus. Mais quels sont vos indicateurs? Vous énoncez que l'Europe ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment un procès sans absolument… Je crois qu'on dévie, le débat est en train de dévier sur le pro et anti-européen. Donc, voilà, est-ce qu'on peut recentrer sur la région? Parce que sinon, on peut aller très loin, on peut y passer la nuit, mais on a… Peut-être que les personnes qui nous écoutent souhaitent entendre parler de la région et des régionales. Alors là, on a surtout parlé, je dirais, des fonds européens, des fonds structurels et des fonds non structurels. Les fonds nous parlent. Regardez, la Nouvelle-Aquitaine, on le prend souvent en exemple, Madame Soulier en a parlé, tout le monde prend l'équivalent de l'Autriche, Nouvelle-Aquitaine en pays, etc. On met très bien. Parlons alors en tant que Nouvelle-Aquitaine comme une région puissante, forte. Et il faut que l'Union européenne nous aide à combattre cette faillite nationale depuis 40 ans en raison d'une politique néolibérale complètement folle qui nous a désindustrialisé l'ensemble des territoires. Moi, j'appartiens à un département… Il n'y avait pas le RPR au pouvoir depuis 40 ans, excusez-moi. Sur la désindustrialisation, il faut entendre ça, vraiment. C'est en dehors de l'élection régionale, ça. Non, ce qui me paraît important de… Non, je pense qu'il faut qu'on récupère des appareils productifs
Régionaux, Madame Farand, non, on a eu 27 ans de socialisme et 5 ans de Macron. Donc forcément, vous voyez… Ça non, fait mais un peu lourd. attendez, Non, ça, c'est l'Allemagne, du ce n'est national. pas désindustrialisé, ni l'Italie, alors qu'ils sont dans l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Au contraire. Ben, Je pense que ce justement, qui est parce qu'ils n'auront important, pas été ce qui est ils n'ont pas été important Troisième maintenant, question. Question non. à traiter. Ça a Ce tout qui- à voir, je crois. Oui. Et alors, vous voyez, Si on parle nous, tous ce en qu'on- même temps, ça va pas être facile. Ce qui est important maintenant, c'est de revenir à une vision régionale. Alors, on a Non, parlé des fonds européens. régional. Un On appareil a parlé productif des régional. fonds européens structurels, on a parlé des autres fonds, mais l'Europe, ce n'est pas que de la finance, ce n'est pas que des subventions. Il y a une valeur ajoutée qui est importante, qui est donnée par la coopération et qui n'est pas toujours financière ou qui est même rarement financière. Ce ne sont pas des espèces sonnantes et trébuchantes. Qu'est-ce que vous, en tant que futur responsable de la région Nouvelle-Aquitaine, vous allez faire pour que l'esprit de coopération, l'esprit d'écoute, l'esprit de support, d'entraide soit plus important? C'est ce que je vous disais. Prenez le cas de toutes les friches industrielles qu'on peut trouver notamment dans des territoires désœuvrés. Moi, j'appartiens à un territoire, vous savez, c'est quand même, on a énormément d'atouts, mais c'est quand même compliqué. Quand vous prenez deux volets, le volet industriel, oui, samedi, on était avec Nicolas Florian dans le Fumellois. Fumel, c'est la partie nord Lot-et-Garonne, très, très désœuvrée, en friche, etc. Bon, là aussi, je crois qu'il faut, et quand on voit, vous voyez, c'est à mettre en parallèle cette désindustrialisation et cette absence d'appareil productif qui nous a tant fait défaut pendant la crise sanitaire, notamment, où la France n'était plus capable de produire un masque, l'Union européenne d'en commander, et les régions qui ne relaient pas, puisqu'il n'y a plus d'usines chez nous. Donc là aussi, je pense… Région Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus d'usine chez nous, mais vous êtes fous. Alors, Madame Bodino, alors. Pardon, oui, mes propos, je suis surprise, disons. Que peut faire la région? Est-ce que vous pouvez redistribuer la parole? Parce que sinon, moi, je veux bien écouter M. Malange toute la soirée, mais ça serait bien peut-être que la parole tourne un petit peu. D'accord, écoutez, vous avez la parole, prenez la parole, Madame Faring. Oui, non, bon. Il faut que la région soit une plateforme pour Monsieur Malange. Monsieur Malange, on a compris, Monsieur Malange, que tout allait mal, que vous étiez anti-européen et mais on parle de la région. Donc, je pense que votre programme, c'est quand même de sortir l'Europe de la région parce que vous êtes tellement contre que… Non, on est contre cette Europe-là, chère madame. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Alors, oui, je sais, je côtoie beaucoup vos collègues au Parlement européen. Et alors, non, si on parle tous ensemble, ça ne va pas aller. Donc, Madame Faring. Je parle au nom de ma liste avec une vision qui est pro-européenne, parce que, de mon point de vue, la souveraineté de nos régions, de nos territoires, la réindustrialisation et la concurrence juste pour nos entreprises et notre outil productif passent par là. Mais c'est un long débat. On pourra en faire d'autres. Je crois qu'il faudra que vous fassiez plusieurs débats sur ce thème. La question pour la région, c'est qu'en effet, elle est en concurrence avec d'autres régions européennes. Et en Europe, toutes les régions n'ont pas les mêmes périmètres et n'ont pas les mêmes compétences. Donc, c'est ce périmètre et ces compétences que nous devons absolument renforcer à travers nos prérogatives. Alors là, c'est presque du cadre des compétences. Néanmoins, on a des outils parce que notre région, elle est aussi transfrontalière et elle bénéficie des programmes transfrontaliers pour renforcer nos coopérations avec l'Espagne notamment. Donc, nous portons cette volonté de renforcer de manière très active ces coopérations, notamment parce qu'il manque, à mon avis, de coopération sur la question de l'avenir des jeunes et des formations qui peuvent être partagées. Je commence déjà à travailler avec le Pays basque espagnol au plan européen sur Erasmus sur ces sujets, mais il y a beaucoup de projets à développer pour avoir des territoires d'excellence sur certains types de compétences. Il en va de même pour la culture, parce qu'on peut aussi développer des questions culturelles, mais des questions de mobilité également. Oui, Monsieur Colombier, attendez, je finis, après vous aurez la parole. On peut aller plus loin parce qu'il y a des questions, des vraies réflexions en cours, notamment sur la création de macro-régions. Et je travaille pour ma part aussi sur la stratégie atlantique. Nous sommes concernés par cette façade atlantique où nous pouvons nous développer encore davantage pour aller vers la question des énergies propres, pour développer
nos économies bleues, pour développer un tourisme intelligent et pour agir et pour avoir une place encore plus prépondérante en Europe. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse rejoindre cette future macro-région atlantique et je plaide pour sa constitution. Et puis, enfin, on doit aussi pouvoir devenir des pôles d'excellence sur certains points. Je pense que dans les années, dans l'exercice des derniers mandats, on a manqué quelques trains, et notamment celui des énergies renouvelables. Notre département est à la traîne sur la question de l'hydrogène, notamment, dont s'est beaucoup saisie l'Occitanie. Et donc, nous devons revenir, nous devons reconquérir nos performances sur ce secteur de l'hydrogène, mais aussi de l'avion vert, de l'aéronautique et également sur toutes les industries du futur, et notamment l'aéronautique et question complète aussi, c'est sur la robotique. Voilà quelques pistes et je passe la parole. Madame Bédu. Je n'ai pas compris le propos. Les macro-régions, ça ne parle pas de nos jeunes qui n'ont pas de formation. Pardon, mais vous n'avez pas répondu à la question, Madame Farran. Vous me parlez de macro-régions, de grandes régions. Mais moi, le jeune du Lot-et-Garonne, quand il vous écoute et qu'il écoute Madame Darrieussecq ou La République En Marche, que vous représentez, je ne comprends pas ce que vous dites. Pardon, Donc, je vous le dis. Qu'est-ce que vous allez faire pour que, concrètement, les néo-aquitains soient mieux, entre autres, grâce à l'Europe? Ce n'est pas la création de la macro-région atlantique. Je vous le dis, moi, je pense qu'il faut que l'Europe soit au service de la région Nouvelle-Aquitaine et que la région Nouvelle-Aquitaine, de par sa puissance, par sa démographie, par tous ces atouts qu'on a cités, que là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on a une des plus belles régions du monde et que je crois qu'on est en droit d'attendre à la fois des leviers de productivité, de fin de concurrence déloyale aussi. Vous savez, quand je vois les producteurs de fraises dans Lot-et-Garonne qui ont une concurrence ultra déloyale avec la fraise espagnole, tous les ans, c'est les mêmes débats, c'est les mêmes échanges. Je pense que ça, nous, on attend ça de l'Europe, madame. Vous voyez, on attend la simplification, on n'attend pas la macro-région. Il faut c'est ce que l'on peut faire dans la région. Madame, je peux juste donner une définition parce qu'en effet, peut-être vous avez raison, monsieur, je n'ai pas été très claire. Ce qu'est la macro-région, c'est une alliance de différents pays qui ont une façade atlantique, donc Portugal, Espagne, Irlande et France, qui peuvent s'unir sur des projets spécifiques, notamment liés au développement d'énergies renouvelables, à des projets de recherche, à des projets liés au maritime, à des projets liés à la protection du littoral et de l'océan. Voilà, pour la définition. D'accord. Madame Bedu, qu'est-ce que vous pensez que la région Nouvelle-Aquitaine devrait faire et devrait initier sur les 6 prochaines années lorsque vous aurez été élu? Je pense qu'il faut renforcer les coopérations, qu'elles soient transfrontalières avec nos voisins, transnationales avec d'autres pays de l'Union européenne et interrégionales, comme ça vient d'être mentionné. J'ai eu le plaisir de siéger, par exemple, au comité France Maritime, où effectivement, sur les sujets, alors la labellisation n'est pas bonne, de croissance bleue, en tout cas la terminologie ne me convient pas, mais en revanche, les politiques publiques qui en faisaient partie, à savoir les énergies renouvelables, le tourisme, la préservation de la biodiversité, tout ce qui va avoir trait à l'aéronautique, etc., sont des sujets qui sont abordés parce qu'elles ont des points communs entre filières appartenant donc à différentes régions de différents pays. Et je pense que c'est ceci qu'on doit chercher à renforcer en montrant les liens économiques forts que nous avons et que l'on peut continuer à creuser. Également, nous souhaiterions mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler l'Erasmus des territoires, en mettant en lien l'ensemble des territoires des régions avec de notre région Nouvelle-Aquitaine, avec d'autres territoires européens, pour que nos collectivités se connaissent mieux et renforcent leurs liens justement par cette découverte pluriculturelle. Je voudrais aussi rappeler quand même que l'Union européenne pour l'écologie, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Sans l'Union européenne, notre droit de l'environnement serait resté à un état extrêmement peu développé. Déjà en 1979, on a vu la directive Oiseaux, puis la directive Habitat, etc. Et tout notre droit de l'environnement européen aujourd'hui est
comment dire, influence et permet la préservation de cette biodiversité avec des actes souvent courageux qui sont derrière et des mesures courageuses que nous n'aurions pas eues si nous avions été seuls au monde dans notre pays. Ensuite, je voulais revenir sur la représentation de la région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. Effectivement, elle est déjà importante. On peut certainement, là aussi, aller un peu plus loin pour faire non pas seulement de l'information à partir de ce bureau et du lobbying, mais aussi de la pédagogie pour justement, en nous appuyant, en cherchant à renforcer les collaboration qu'il y a avec les centres d'information Europe Direct, nos maisons de l'Europe, qui sont des très très bons relais et que peut-être nous ne soutenons pas assez, même si nous faisons déjà dans le cadre du mois de mai, joli mois de l'Europe, etc. Mais je crois qu'il y a sur les territoires encore beaucoup d'événements à mener. Je reviens sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été ouverte depuis le 19 avril, qui perdurera jusqu'au 31 décembre. Et nous pourrions dans ce cadre proposer de nombreux événements pour que le débat citoyen et la réappropriation de cette identité citoyenne européenne puisse véritablement être fait. Ce que nous souhaiterions, c'est plus d'éducation populaire sur le rapport à l'Europe, une citoyenneté européenne beaucoup plus active. Et c'est de cette manière, je pense, que les gens se rapprocheront de l'Union européenne et des valeurs qui sont défendues par l'Union européenne et qui ne se mesurent pas, je rappelle, à l'aune uniquement de l'euro investi. Nous connaissons en fait les valeurs effectivement libérales de l'Union européenne. Ça n'est pas que ça, l'Union européenne. Il y a aussi des valeurs sociales qui sont en train de monter. Ça a été souligné d'ailleurs dans le prochain programme européen jusqu'en 2027, ce volet social de l'Europe. Et donc, je crois que c'est très intéressant et important de faire connaître cela. D'accord. Je vous remercie. Madame Soulier, quand vous aurez la région à diriger, qu'est-ce que vous pensez faire justement pour renforcer les valeurs et la dimension européenne de la région Nouvelle-Aquitaine? Il faudra ouvrir votre micro. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, a priori. Je pense que la Nouvelle-Aquitaine, comme toutes les régions de France, se portera mieux quand le pays se portera mieux. Et ça, c'est une évidence. Les coopérations, elles existent, bien évidemment, et c'est nécessaire. Mais je voudrais quand même rappeler qu'une région autonome, ça n'existe pas vraiment. Je ne vois pas pourquoi elle serait d'ailleurs autonome. On ne peut que réfléchir au niveau du pays et ses relations de ce pays avec l'Europe. Donc ça, c'est une première chose. Les coopérations, elles existent. On sait très bien qu'il y a des coopérations entre les régions, entre les pays. Il y a des coopérations aussi au niveau des États sur des sujets précis. La production d'hydrogène a été évoquée tout à l'heure. Je voudrais dire que l'Allemagne a prévu de consacrer 9 milliards d'euros sur le type de la production d'hydrogène dans les années à venir. Là, il y a un partenariat qui va être fait entre Paris et Berlin. Donc, il y a des liens qui se font, des liens, il y a de la transversalité en Europe, ça existe, et je crois que c'est nécessaire. Donc, cette production d'hydrogène, c'est quelque chose qui est essentiel, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de l'Europe, on a besoin d'énergie. L'énergie décarbonée grâce au ciel, on a quand même des centrales nucléaires. Je voudrais dire que la région Nouvelle-Aquitaine est excédentaire en énergie décarbonée. Donc, de là, il n'y a pas vraiment nécessité à avoir des éoliennes comme on en met sur tous nos paysages, malheureusement. Mais qu'à l'avenir, bien évidemment qu'il faudra trouver d'autres sources d'énergie. L'hydrogène est une source envisageable. Par contre, il y a aussi d'autres faits à faire, c'est-à-dire d'autres recherches. On ne sait pas stocker l'électricité actuellement. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire sur les batteries, sur le stockage. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a des coopérations pour l'énergie. Parce qu'en Europe, on a ce qu'on appelle des smart grids qui permettent de compenser à partir d'un pays à un autre les demandes d'énergie électrique. Ça, c'est une coopération qui existe. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Parce que bien évidemment, quand on a des éoliennes, c'est très bien, mais si elles ne sont pas doublées par des centrales au charbon, ça ne sert à rien. Et quand on a une demande d'électricité sur un territoire, eh bien, les smart grids permettent d'alimenter ce territoire. Donc, il y a des échanges en Europe. La coopération, ça fonctionne. Ça correspond à plusieurs domaines aussi, parce que là, je parle de l'énergie.
Mais au niveau de la défense, on a eu de splendides coopérations par le passé. Enfin, par le passé, ça a quand même duré de 2008 jusqu'à 2020. Je parle d'opérations Atalanta au niveau de la défense. Je veux dire que si l'Europe était encore alimentée et était encore approvisionnée, c'est quand même grâce à l'Europe qui a mis en place l'opération Atalanta dans la Corne de l'Afrique, où il y avait du piratage, où tous les bateaux qui nous alimentaient étaient quand même piratés. Ça, c'est une Europe concrète. Ça, c'est une Europe de la coopération. Donc là, au niveau de l'Europe, oui, il y a des coopérations qui se créent au niveau des régions, au niveau des pays. Et bien évidemment, c'est à mettre au crédit de l'Europe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant pour valoriser un petit peu notre Europe. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Europe, ça, on pourrait vous en parler pendant très longtemps. Que l'Europe nous laisse respirer aussi, hein. Que l'Europe s'occupe des grands dossiers, qui s'occupe de l'énergie, qui s'occupe de la défense. Mais notre devise, c'est unis dans la diversité. Maintenant, battons-nous pour notre diversité. Ne nous laissons pas digérer, liser, uniformiser par l'Europe. Nous avons cette chance d'être tous divers. Ben, maintenons notre diversité en Europe. Ça, c'est un message qu'il faut passer. Merci. Monsieur Colombier, qu'est-ce que vous pensez que la Nouvelle-Aquitaine devrait faire lorsque vous aurez été élu? Il devrait faire concrètement, si je puis me permettre. Oui. Avec un micro ouvert, ce ne serait pas plus mal. Oui, pardon, en effet. Pardon. Oui, je dis, je n'attends pas grand-chose de l'Europe pour que notre région devienne plus forte. Attendez, c'est pas attendre de l'Europe, c'est vous, en tant que responsable de la région Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce que vous allez faire, notamment dans le cadre de l'Europe? Eh bien, dans le cadre de l'Europe, je constate déjà que la programmation, on va me dire que je parle encore finance, enfin, la finance, c'est des dossiers, ce sont des actions concrètes. Je regarde, documents officiels, la programmation 2021-2027, la France, donc la Nouvelle-Aquitaine, recevra moins de fonds, car l'Union européenne a décidé, c'est vrai, d'élargir ses compétences dans un certain nombre de domaines, dont l'accueil du reste des migrants, et ceci au déficit de qui? Des agriculteurs. Je rappellerai quand même que la Nouvelle-Aquitaine est la première région et de France et d'Europe agricole, et s'il s'agisse du FEADER ou de la PAC, je crois quand même, quand on s'adresse aux agriculteurs, ils font quand même savoir leur mécontentement, puisque là encore, ça se réduit en peau de chagrin. Très concrètement, je parlais du Mercosur. L'Europe est en train d'assassiner l'agriculture française et donc de Nouvelle-Aquitaine. Mercosur est bloqué pour l'instant, monsieur Colombier. Par ailleurs, vous parlez de fonds qui n'ont pas été décidés encore. La PAC est en cours de négociation en ce moment même, hein, donc je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Dernière chose, il n'y a pas les dotations sur les fonds régionaux n'ont pas encore été fléchés. Donc je ne sais pas de quel chiffre vous parlez. Non, mais soyons un petit peu exacts. Dès que nous ne sommes pas d'accord avec vous… Non, mais juste, je sais qu'il faut quand même la bonne information. Hein. Je pense que c'est le minimum dans un débat. Vous êtes une démocrate. Dès que nous ne sommes pas d'accord avec vous… Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, monsieur. Juste, c'est une question d'exactitude sur les débats. Madame, s'il vous plaît, dès qu'on n'est pas d'accord avec vous sur des chiffres, des projets, non, mais vous pouvez dire non, tout de suite, les chiffres. Monsieur Colombier, Monsieur Colombier, vous avez la parole, mais il faut quand même dire… Les Européens convaincus sont très… vous n'êtes pas très démocrate quand on n'est pas de votre avis. Je vous parle de données objectives. Moi, je vais vous parler de chiffres, puisque vous aimez cela, monsieur Colombier. Le FEADER, 720 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine pour les agriculteurs. Je vous laisserai la parole après. Madame, j'ai le droit de m'exprimer, de dire les chiffres, je pense être juste. Vous direz vos chiffres. Voilà. Mais quand j'entends un discours comme tout à l'heure, c'est bien les territoires, la coopération, il faut qu'ils se connaissent mieux. Les gens dans les territoires n'ont pas envie de connaître le territoire d'Allemagne, d'Italie ou d'ailleurs. Ceux qui veulent… Peut-être pas au Rassemblement national, mais pour d'autres, oui. Alors, néanmoins, la politique agricole commune, c'est un tiers du budget total de l'Union européenne. Cette politique la France est le premier bénéficiaire. Cette politique agricole… Et qu'est-ce que ça prouve que ça soit un tiers? Ça pourrait être… Non, mais la France est le premier bénéficiaire, ça vous pouvez le… Enfin, j'arrête pas parler, j'arrête. Enfin, non. Vous pouvez… On vous a laissé parler, on vous a donné la parole, il n'y a aucun problème. Je vous en remercie, mais j'aimerais bien que les autres soient un petit peu quand même plus respectueux de la parole des autres.
Je pense qu'on l'est. Je vous donne la parole régulièrement. Je parle des autres interlocuteurs, pas vous, monsieur. Voilà. Je reconnais votre management. Non, je dis que les régions seront plus fortes, en effet, avec l'Europe ou sans l'Europe, quand l'État lui-même sera fort. On évoquait les éoliennes. On sait qu'on veut nous imposer des éoliennes. Bon, nous sommes contre les éoliennes car c'est une aberration écologique, avec des dizaines de tonnes de ciment que l'on met dans la terre par éolienne, alors que le nucléaire est lui-même une énergie non carbonée et totalement propre. Eh bien, je rappelle simplement, et j'en terminerai là, je sais que vous voulez absolument que je revienne sur le mot Nouvelle-Aquitaine, mais eh bien, Nouvelle-Aquitaine, je rappellerai que nous sommes le premier mouvement. Tout cela est à vérifier, on va me dire que c'est faux, évidemment. Nous sommes à l'époque le Front National, 1989, le premier mouvement à avoir évoqué, en effet, qu'il fallait, augmenter l'hydrogène et la biomasse. Voilà, car ce sont en effet des énergies d'avenir renouvelables et non les éoliennes qui détruisent nos paysages. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Colombier. Madame Boudinot, avec le micro, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je n'y avais pas touché, mais c'est… Voilà. Non, mais je pense qu'il y a quand même un petit souci dans ce que M. Colombier affirme. Il assène des chiffres qui sont faux, des contre-vérités. Et si on prétend que ces chiffres sont manipulés, il nous dit « mais vous n'êtes pas des démocrates, vous m'empêchez de débattre ». C'est pas, honnêtement, c'est assez pervers comme façon de raisonner. Bon, par ailleurs, sur les coopérations, je voulais quand même dire que nous avons une coopération très forte avec les pays de la frontière espagnole, avec le Pays basque. Nous avons ce qui s'appelle un GECT, un groupement européen de coopération territoriale, et qui fonctionne fort bien. Et c'est vrai que cette façon territorialisée d'aborder les frontières, c'est une plus-value qui n'existerait pas sans ces coopérations transfrontalières. C'est vraiment des choses que ne peuvent pas faire chaque pays indépendamment l'un de l'autre, qui souvent sont un peu vues par leur capitale nationale. Et donc, on parle là des marges, des bordures. Et finalement, elles sont peu prises en considération par les capitales nationales, alors que quand on travaille ensemble, on peut faire avancer des choses extraordinairement concrètes pour les citoyens des frontières. On peut le voir avec une billettique commune, par exemple, pour les TER, pour les bus. On peut le voir dans le domaine de la formation, des échanges de jeunes très facilités. On l'a tous constaté dans le domaine de la santé. Quand il y a eu cette terrible épidémie de Covid, la première vague, heureusement qu'il y a eu des régions qui, entre elles, de pays différents, ont décidé de s'entraider, d'accueillir des malades, de faire des transferts de lits de malades, etc. C'était de l'entraide naturelle, géographique, et qui est une dimension européenne, qui est une véritable plus-value. Évidemment, le transfrontalier doit aussi être conjugué avec de la coopération entre pays avec lesquels on a l'habitude de travailler. Je sais que dans les domaines de la recherche, la Nouvelle-Aquitaine, qui travaille avec l'Émilie-Romagne ou avec le Land de Hesse, arrive à travailler justement sur des sujets très importants pour préparer l'avenir, sur des questions de santé, sur des questions de l'hydrogène, on en a parlé. Enfin, vraiment, on met les chercheurs ensemble, et c'est le rôle de la coopération entre régions, et on les aide à avancer encore plus vite et être aussi un poids important vis-à-vis de nos interlocuteurs à Bruxelles, que ce soit à la Commission ou dans les différents services. Quand on est plusieurs pays qui font une proposition en commun, elle est beaucoup mieux écoutée que si c'est chaque pays qui travaille à son propre sujet. Et on parlait de la macro-région, c'est évidemment un sujet dont on s'est saisi. On siège à la CRPM. J'ai le bonheur de présider la commission de cohésion des territoires du comité des régions. Tous ces sujets-là sont évidemment portés très fortement par ces institutions, et on est très écouté, de plus en plus écouté par la Commission européenne, qui reprend beaucoup de nos propositions dans cette phase législative. On pourrait citer en ce moment même, on fait un combat aussi sur les indications géographiques protégées. Ça existe dans le domaine des produits de l'agroalimentaire, des produits agricoles. On est en train vraiment de travailler pour que ça existe aussi dans le domaine de l'artisanat et de ce qui est vraiment des richesses territoriales qui doivent être reconnues au niveau européen.
Merci, Madame Boudinot. Et je vais en profiter pour remercier à la fois d'abord tous les spectateurs, tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous verront également en différé. Le mouvement européen, c'est un mouvement qui rassemble des gens de toutes origines, de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche. Voilà, tout simplement pour qu'on essaie d'être unis dans la diversité, qu'on puisse se comprendre même si on n'est pas d'accord. Et ça arrive souvent qu'on ne soit pas d'accord, mais on arrive quand même à se comprendre, à passer des bons moments ensemble, quelquefois autour d'un verre ou autour d'un carré vert de sport. C'est ça l'Europe, c'est uni dans la diversité. Donc je vous remercie à tous. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Alors, on n'a pas tenu des chronomètres pour faire comme à la télévision à la seconde près, mais je crois que tout le monde a pu s'exprimer, exprimer des points de vue différents, certains pro-Europe, d'autres moins pro-Europe. Voilà, ça fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, n'oubliez pas, le 20 et le 27, il faut aller voter. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Et puis, faites bien attention à vous. Merci, au revoir, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, ça sera mieux en vrai.